S'il vous plaît, après 74 ans, pour le cancer du sein, quelles sont les dispositions et qu'est-ce qu'on doit faire? On arrête la prévention? Surtout pas. Effectivement, les invitations. Pardon. Effectivement, les invitations du dépistage, et d'ailleurs merci parce que c'est une très bonne question et je n'ai pas précisé tout à l'heure. Le dépistage organisé envoie les invitations aux femmes entre l'âge de 50 ans et jusqu'à l'âge de 74 ans. Ça ne veut pas dire qu'on arrête le dépistage après l'âge de 74 ans, mais il faut le faire d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre d'avoir cette invitation, mais c'est à nous, médecins, de continuer à veiller à ce que tous les 2 ans, vous ayez une mammographie. Et moi je dis aux dames, ça c'est tant que Dieu vous prête vie. Tant que vous pouvez tenir debout devant le mammographe. Et encore debout, on peut faire des mammographies en étant assise. Donc ça peut faire longtemps. Et malheureusement, trop souvent, les femmes pensent que parce qu'elles ne reçoivent plus d'invitation, elles n'ont plus besoin de dépistage. Alors elles se disent, voilà, après 65 ans, on ne fait plus de frottis, après 74 ans, on ne fait plus de mammo. Non, c'est pas tout à fait vrai. On demande, quand on arrive dans un centre de radiologie, on vous demande l'ordonnance. Oui. Et quelquefois, ça m'est arrivé, le médecin n'a pas voulu me faire d'ordonnance pour passer la radiothérapie. La mammo? Ah bon? Et sur quel motif? Je n'en avais pas besoin. Ah. Vous viendrez me voir tout à l'heure, vous me donnerez le nom du médecin. Non, mais c'est une plaisanterie. Mais en fait, c'est pas ce que l'on est, c'est pas le discours qu'on doit avoir en tant que médecin. D'autant plus que vous avez vu qu'en fait, plus on vieillit, plus on a de risque d'avoir un cancer du sein. Et je vous ai dit, ce qui est important, c'est de le dépister le plus tôt possible. Donc, on n'est pas cohérent en disant à une femme de plus de 74 ans, vous n'en avez plus besoin. Alors qu'en fait, plus elle vieillit, plus elle en a besoin. Je vous en prie. Et pour les frottis après 65 ans? Pour les frottis après soi. Alors, non, c'est pas tout à fait pareil parce que le cancer du col de l'utérus, plus on vieillit, moins il y a de risques, en fait. Je vous ai dit, c'est surtout autour de 40 ans, parce qu'il y a vraiment cette influence quasi exclusive du papillomavirus, et on ne l'a pas plus tard. Donc, on n'a pas d'intérêt à proposer de manière systématique la réalisation des frottis après l'âge de 65 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en faire. Il faut s'adapter aussi à l'histoire de la femme. Et puis, ça veut dire aussi qu'il est quand même très important de continuer les consultations gynécologiques de manière régulière. Et si à l'examen clinique, on détecte telle ou telle chose, à ce moment-là, il est toujours lieu de faire le frottis. Mais on a plus ce côté systématique de dire on le fait tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Voilà. Et pour quelle raison, alors, l'ARDOC, on ne reçoit plus après 74 ans? Pourquoi ils arrêtent à 74 ans? Alors, déjà parce qu'il faut bien comprendre que ce dépistage de masse, c'est ce que l'on adresse donc à Madame Tout-le-Monde, ça a un coût. D'accord? Voilà. Non, c'est pas ça, madame, c'est pas ça. Ça a un coût. On sait qu'en gros, quand même, c'est dans cette tranche d'âge 50-74 ans qu'il y a le maximum, le plus grand nombre de cancers. Donc, on a essayé de cibler la population. D'accord? En se disant, vraiment, si on fait un dépistage de masse dans cette tranche d'âge, on va être le plus efficace possible. Et la preuve, les chiffres sont là. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de mammo avant 50 ans et qu'on n'en fait plus après 74 ans. Voilà. Il faut vraiment distinguer, pardon Norbert, il faut vraiment distinguer le dépistage de masse et le dépistage organisé, le dépistage individuel. Le dépistage du sein depuis 2005, de la prostate, dû au dépistage ou alors à l'élévation de la maladie? Alors, c'est une bonne question, ça. La diminution du nombre de cancers de la prostate, est-ce que c'est dû au dépistage ou est-ce que c'est dû à une baisse de la maladie? Je laisse Pierre répondre pour la prostate. Pour la prostate, nous, on n'a pas de diminution d'incidence. On en a toujours autant. Par contre, sur la mortalité, sur le fait qu'on arrive à mieux le traiter,
clairement, c'est lié au dépistage, au fait qu'on a quand même beaucoup plus de formes précoces, et donc qu'on traite beaucoup plus facilement, et au fait que tous les moyens dont je vous parle, là, je vous ai parlé des hormonothérapies de deuxième génération, de ces TEP PSMA, nous ont permis d'avoir des prises en charge qui sont bien meilleures. En termes d'espérance de vie, quand on vous trouve un cancer, c'est plus du tout la même. Hein. Voilà. Mais effectivement, non, nous, il n'y a pas plus de cancer. C'est juste qu'on les prend beaucoup mieux en charge. Et pour le sein, l'incidence, elle reste quand même élevée. Hein. Une femme sur 8, c'est loin d'être anodin. Mais l'incidence, elle est contrôlée parce que je pense que, peut-être un peu contrairement aux hommes, les femmes sont plus investies dans leur santé. On parle souvent des progrès de la médecine, de ce que... J'avais un collègue qui disait on se demande toujours de ce que la médecine peut faire pour nous, mais ce qui est important aussi, c'est ce que nous, on peut faire pour sa propre santé. Et je pense que les femmes sont vraiment, ont bien réalisé cela, et donc elles font attention à elles. Bon, elles ne contrôlent pas trop encore leur consommation tabagique, mais j'ai bon espoir que elles font attention à ce qu'elles mangent. L'activité physique, voilà, encore une fois, Octobre Rose, c'est rose, hein, c'est pas bleu. Mais dimanche à Sog, ça sera rose et bleu. Nous, c'est novembre. Nous, c'est non, novembre. mais voilà. Non, mais je pense que tout ça, il y a quand même, les chiffres sont pas optimaux, mais on voit bien dans les taux de réponse au dépistage, c'est pas 1% non plus, donc on dépiste des toutes petites anomalies. Je parlais un petit peu tout à l'heure, j'ai survolé le problème du surdépistage. C'est vrai qu'en faisant de plus en plus d'examens, de plus en plus systématiquement, on va forcément trouver des choses. Et des choses que on va dire, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr, on ne sait pas, je suppose que ça doit être pareil pour toi, on ne sait pas sûr ce que ça va donner, donc on l'enlève. Et comme on l'enlève, c'est sûr que ça ne deviendra pas un cancer, parce que ça y est plus. Nous, c'est le problème qu'on a eu, justement, quand je vous parlais de surveillance active, c'est le problème s'est posé sur la prostate, parce que le PSA, quand il est sorti, entre guillemets, quand il a été découvert, a révolutionné le diagnostic du cancer de prostate. C'est-à-dire qu'on s'est mis à trouver des choses avant qu'il y ait les métastases. Alors qu'avant, vu que ça ne donne aucun symptôme, on les découvrait uniquement quand il y avait des douleurs et que malheureusement c'était trop tard. Et on a traité, je pense, des milliers de cancers par excès parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Et nous, voilà, on est peut-être un peu en avance sur ça sur vous. C'est que nous, on a réussi à identifier les formes où on sait qu'il ne faut rien faire. Mais effectivement, c'est entre guillemets une évolution. Mais on a eu ce problème de surdépistage à l'instant. Et compliqué de trouver le juste milieu. nous, honnêtement, je pense qu'actuellement on est pas mal. Vraiment. J'ai une question. Concernant justement le dépistage de masse, sous quels critères vous faites le dépistage de masse? Pourquoi le cancer du sein? Pourquoi le cancer du utérus? Pourquoi le cancer du... Et pourquoi pas le cancer de la prostate? Pourquoi pas les dépistages de masse? Sous quels critères? Ouais, c'est une bonne question. Alors, moi je peux vous répondre pour la prostate. Ouais. En fait, il y a une période, effectivement, dans les années 80-90, où s'est posée la question d'entrer le dépistage du cancer de prostate dans un dépistage organisé, avec donc les lettres à la maison. À cette époque-là, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui a fait énormément de mal. Une étude où ils ont étudié de manière assez simple une population dans laquelle on faisait des PSA, une population dans laquelle on ne faisait pas de PSA. Et ils ont regardé la survie de chaque groupe. Et en fait, l'étude est sortie en disant il n'y a pas de différence. Et donc l'État français s'est dit mais c'est génial, ça va rien nous coûter, donc on le fait pas. Voilà. Allez. Et alors, le problème, c'est surtout qu'en fait, cette étude, elle était faussée. Et ça, on s'en est rendu compte 5 ans après, quand tout le monde s'est dit mais c'est quand même vraiment bizarre. On a l'impression quand même qu'on trouve des choses à un stade localisé avec des gens qu'on guérit. Et donc, en fait, quand ils ont réanalysé les chiffres, ils se sont rendus compte que ces gens qui avaient été intégrés dans l'étude, malheureusement, par le stress qui avait été induit dans la population, où on leur disait « ne faites pas de PSA », ils faisaient en moyenne 3 fois plus de dosage que la population qui était censée faire les PSA. Donc en fait, l'étude était fausse, mais malheureusement, c'était l'époque où, entre guillemets, tout le monde était bien parti pour proposer les dépistages organisés. Et depuis, entre guillemets, on rame. C'est-à-dire que notre société savante remet le truc sur le tapis tous les 5 ans, et puis, il n'y a pas de sous, quoi. Comme vous dites, ça coûte extrêmement cher. Et donc, alors, on peut le voir dans notre œil en se disant, le dépistage...
instantanément, ça vaut cher, mais ça fait économiser dans 20 ans. Et les traitements je ne sais pas si c'est en relation, mais la CPAM, depuis le 1er janvier, a créé un service justement de prévention qui appelle les gens, enfin c'est surtout pour le cancer du sein en l'occurrence, d'après ce que j'ai compris, qui appelle les gens qui disent attention, il faut vous faire dépister, prenez rendez-vous. Oui, en fait, si tu veux, j'ai parlé de l'ARDOC, anciennement ARDOC, là. Effectivement, depuis le 1er janvier 2024, suite à une décision ministérielle contre laquelle nous avons fait, nous médecins, une pétition, voilà. Ils ont décidé que le système, comme certains chiffres au niveau des taux de réponse du dépistage organisé n'étaient pas super, ils se sont dit c'est que le système du dépistage organisé ne fonctionne pas bien et donc on va demander à la Sécu de s'occuper d'envoyer les invitations. Et donc c'est pour ça que depuis le 1er janvier, ils ont mis en place ça. Alors, après on va sortir du débat, mais si effectivement il n'y avait pas trop de sous pour le dépistage organisé, laisse-moi te dire que pour la Sécu, ils ont trouvé de l'argent, ils ont formé du personnel, pardon Hélène, hein, ils ont formé du personnel, qui passe son temps au téléphone à appeler les gens, c'est à mon avis à la limite parfois du harcèlement, en disant mais vous n'avez pas fait votre maman, vous envoyez le papier, machin, etc., etc. Et voilà. Mais ça, si tu veux, c'est pas de notre fait. C'est des décisions. Ouais. En fait, là je vais aussi un peu sortir du débat, je vous donne un avis très personnel. Le problème c'est que le dépistage ça coûte cher à l'instant T et ça permet d'économiser en qualité de vie et donc en soins et donc en coût pour la société 20 ans plus tard. Le problème c'est qu'actuellement on a quand même des gens qui sont là pour 5 ans. Et encore. Non mais je veux dire, les budgets sont faits, enfin, les personnes rendent entre guillemets des bilans au bout de 5 ans. Oui, mais ça coûte cher la prévention, là, en l'occurrence. Mais c'est pour ça que là, actuellement, celui qui décidera de la prévention, il fera quelque chose de très bien pour la population, mais instantanément, c'est de l'argent qu'il ne pourra pas mettre ailleurs. Voilà. Oui, mais le problème c'est que... C'est beau cette phrase. Mais c'est... Mais on sort du débat. On sort du débat. Et voilà, ça entraînerait un surcoût instantané. Ça. On est bien d'accord. On est convaincus. Hein. Est-ce que les médecins n'hésitent pas à prescrire des dépistages à un certain âge? Il ne peut pas y avoir de coordination, par exemple, avec les médecins traitants? Si. Actuellement, le dépistage, en tout cas nous pour la prostate, ne repose que sur ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de problème de santé, de problème urinaire, vous n'irez jamais voir un urologue et le seul médecin qui vous le prescrira, c'est votre médecin généraliste. Voilà. Nous, de notre côté, on essaie de travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait des formations, on organise effectivement des rencontres avec les médecins traitants. On en a fait, l'an dernier, on en a fait à Brioude, on en a fait sur le Puy, on en a fait en Lozère, on en a fait à Ambert, justement pour essayer de sensibiliser les médecins traitants au fait que voilà, le PSA, il faut en parler. Même si des fois c'est des consultations où ils ont plein de choses à discuter, toucher 2 mots au patient en lui disant je vous le rajoute sur la prise de sang et on verra. Voilà. Mais effectivement, tout repose sur les médecins traitants qui sont déjà surchargés. Vous voyez, c'est... Mais la prévention en matière de santé en France est drôlement malmenée et c'est à mon avis que le début. Parce que comme on vient de le dire, la prévention c'est aussi une question d'argent et quand on va manquer d'argent, l'éducation, la prévention, l'éducation à la santé, c'est des choses qui se dégradent à mon sens. Et on va vraiment en mesurer les effets dans 20 ans, comme dit Pierre. Nos garçons qui ont 40 ans, 45 ans, il faut leur insinuer de le faire, le PSA Alors, la limite, tu la mets à plutôt à 50 ans. Nous, c'est 50 ans. Ouais. En dehors de facteurs de risque, toujours pareil. C'est 50 ans. Moi, je pense qu'il faut, entre guillemets, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est instituer le fait de dire, 50 ans pour l'homme, c'est un peu l'heure du bilan.
Voilà, il faut... bah, Pas c'est de le moment. jaloux, pas de jaloux comme ça. Les femmes, Voilà, tous logés à la même enseigne. Voilà. les femmes, on les embête depuis qu'elles sont toutes petites. L'homme, on lui fait rien, qu'on soit clair. À 50 ans, c'est l'âge où effectivement l'homme, il faut qu'il prenne un peu conscience que sa santé, il faut s'en occuper. Donc moi, je pense qu'à partir de 50 ans, faire un petit point, ne serait-ce que pour voilà, prendre un contact, être sensibilisé sur le dépistage, regarder aussi qu'il n'y ait pas d'autres soucis à côté, parce qu'à 50 ans, il y a aussi d'autres petits soucis, pas forcément oncologiques chez l'homme, dont on ne parle pas forcément. Moi, je pense que ça resterait une très bonne démarche, avec quelque chose d'assez sain. Mais effectivement, c'est le but aussi de cette réunion, c'est que vous êtes là, et j'espère que autant à vos filles, vos amis, vos fils, ben, vous transmettrez le message que le dépistage, c'est important. Mais effectivement, moi, quand je vois quelqu'un en consultation, souvent, il y a un blocage sur le toucher rectal. Je le dis parce que c'est vraiment le truc que les hommes, ils veulent pas. Mais je pense que nous, alors, avec mes collègues en tout cas, on a tous la même attitude. On le propose. Il n'y a rien d'obligatoire. Déjà, faire le PSA, c'est bien. Si on fait les deux, c'est encore mieux. Mais déjà, rien que le PSA, ça évite des catastrophes comme les 2000 de PSA. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de franchir la porte de l'urologue. On ne va pas forcément avoir droit à un toucher rectal, tout simplement. Si on dit non, c'est non. Voilà. Mais au moins, on aura le PSA, au moins, on aura l'information, au moins, on pourra y réfléchir. Et en ce qui concerne la vaccination des jeunes filles, c'est organisé ou pas du tout? Alors, c'est une vaccination qui est recommandée, donc c'est noté dans le calendrier vaccinal, mais ce n'est pas une vaccination obligatoire. Donc c'est aux médecins, de famille ou pédiatres, pour ceux qui sont encore suivis à cet âge-là par un pédiatre, de proposer cette vaccination. Voilà. Et ça concerne filles et garçons. Hein. Comment on peut l'aborder avec des termes assez simples, tu vois, parce que c'est pas facile, on a des filles à peu près du même âge, je veux dire, c'est compliqué sans dramatiser, voilà. Il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est un cancer, qui ne sont pas touchés dans l'entourage par ces maladies et qui n'ont pas été sensibilisés. Donc, comment on peut faire en tant que parent, ou est-ce que dans un cadre scolaire, il existe quelque chose? Oui, alors depuis ça va être c'est la deuxième année. Hein. Depuis l'année dernière, il y a une campagne de vaccination qui est organisée pour les élèves de 5e dans les collèges publics, parce que le privé a refusé. Donc ils nous ont sabordé notre campagne de vaccination. Moi je le vois comme ça, hein. Des raisons éthiques. Voilà. C'est raison. Le papillomavirus est sexuellement transmissible. Donc, on va proposer la vaccination à des jeunes de 11 ans. Ça veut dire qu'on va leur parler rapport sexuel, sexualité, etc. En fait, c'est limite. Moi, il y a une dame qui m'a dit, un jour, elle m'a envoyé dans la figure, c'est une incitation à la débauche. Donc voilà. Après, tu sais, Alexia, entre les enfants entre eux, ils parlent beaucoup. Ah oui, non mais ça j'en suis. Voilà. Donc en fait, souvent c'est eux qui viennent vers toi en tant que maman, papa, pour dire ben, j'ai entendu parler ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Alors il ne s'agit peut-être pas de rentrer dans les détails parce que déjà ils n'ont pas forcément les connaissances anatomiques. Voilà. Mais dire que c'est important, on rejoint toujours cette histoire d'éducation à la santé. Les cancers, les gamins, maintenant, vu le nombre de cancers qu'il y a, ben, un gamin qui n'a jamais entendu parler le mot de cancer dans la famille, dans l'entourage amical, c'est rare. Mais ils savent que du coup c'est grave. Pourquoi? Parce que pour nous, malheureusement, voilà, on est touchés dans la famille. Et donc, pour moi, avec ma fille, c'est pas un sujet tabou. C'est auquel je réponds à toutes ces questions. Parce que voilà, il y a des choses où on ne peut pas passer à côté en essayant du haut de saignement, de ne pas employer des termes qui font peur ou qui sont vraiment trop compliqués pour elle. Mais du coup, je me dis, après, voilà, je préfère être transparente là-dessus. Mais je voudrais pas qu'après, ça ne suive pas à l'école. Enfin, je trouve que c'est notre rôle de parents. Ouais, mais ça, tu peux pas le contrôler, Alexia. Non, voilà. Mais je me dis qu'il y a des familles où c'est peut-être plus. Mais en même temps, voilà, il y a des familles où on risque pas d'en parler. Voilà. Et c'est le rôle de l'école. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis le dépistage, si on leur propose ça à un moment donné aussi, après libre à chacun de le faire ou pas, c'est pas une imposition, mais de dire ça existe. Oui, puis il faut bien le connaître. C'est aussi,
comme l'a dit tout à l'heure Pierre, l'intérêt de ce genre de conférence. Parce que pour dire, voilà, on ne propose pas... On a un problème en France avec la vaccination, hein, d'accord ? On ne propose pas ce vaccin comme ça, là. Parce que, tiens, on s'est dit, il y a un laboratoire qui a dit, je vous donne des sous, vous vaccinez. Non, ça a un intérêt. Comme le dépistage, moi je suis dans la tranche 30-40, je fais des mammos, je fais des IRM, je fais tout ça. J'en parle avec plein de filles de mon âge. J'ai l'impression qu'elles sont à 1000 lieues de ça. Et je me dis, mais c'est dommage dans la société dans laquelle on vit, avec tous les moyens qu'il y a et la prévention qui existe, de passer à côté, quoi. Bah, c'est le French paradoxe. Hein. C'est vrai qu'on est un des pays où on a quand même accès à beaucoup de choses. On est quand même relativement innovant. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas bah, c'est multifactoriel en fait. Hein. Les histoires d'argent, les histoires d'éducation à la santé. Il y a la question de la démographie médicale qui se casse la figure. Voilà. Et après, à côté de ça, si en collège privé, il y a d'autres départements qui proposent qu'il y ait une vaccination sur les autres. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as une idée? Moi, je vais te faire les piqûres demain, si tu veux. Non, mais je veux dire, le collège, il faut qu'il s'adresse à qui? Ben, le collège doit avoir un service de santé, non? Une infirmière scolaire. Dans le public, oui, pas dans le privé. Dans le privé, il n'y a pas d'infirmière scolaire? Dans le privé, il y a une infirmière Ah bon? scolaire. Non. Ben, après, là, comme ça, tu me poses une colle, mais il doit bien avoir des solutions. De manière générale, la direction. Ouais, la direction, quoi. Mais ça va aussi, c'est l'infirmière. Ouais. Il faut faire une pétition au niveau des parents, remonter au directeur de l'établissement en disant nous on veut que nos gamins soient vaccinés. Non. Et pourquoi ce vaccin-là ne devient pas obligatoire finalement? Bonne question. Ça devenait obligatoire? Oui, bonne question. Est-ce que c'est la vaccination? Si. Alors, les autres, non, c'est pas les sous. Non, c'est pas les sous. C'est qu'en fait, les autres vaccins, ils sont obligatoires pour un intérêt de santé publique, parce que les gens sont en collectivité et que quand on est sur des maladies qui sont transmissibles facilement, il y a un but de protéger la collectivité. Là, on se protège à l'échelle individuelle. Donc effectivement, on ne peut pas imposer à quelqu'un, personne ne vous oblige quand il pleut de mettre un parapluie. C'est un peu pareil, quoi. Voilà. Par contre, on vous oblige à allumer les phares la nuit. Vous comprenez? C'est le principe. Et le papillomavirus n'a pas d'incidence sur l'homme? Ah si. Ah si. Si. Alors, Alors, 25%. Hein, ah, oui. Alors le papillomavirus, effectivement, il n'y a pas qu'une atteinte au niveau du col. C'est quelque chose qui, je pense, il y a beaucoup de choses qui sortiront sur le papillomavirus les prochaines années parce que c'est vraiment beaucoup étudié. On se rend compte que c'est responsable de plein de petites choses. Déjà, c'est responsable, alors, chez l'homme, chez la femme, de condylome, pas forcément cancéreux, mais de lésions, vous savez, comme des crêpes de coq, voilà, des petites boules en fait qui sont déjà inesthétiques, qui peuvent gêner. Mais aussi, nous, au niveau de l'homme, ça va être responsable du cancer de verge. Quasiment tous les cancers de verge sont liés à l'HPV. Voilà. Donc ça, c'est des cancers qui sont quand même des cancers vraiment agressifs, qui sont des cancers très délabrants. Donc pareil, un intérêt dans la vaccination pour éviter ça, même si c'est des cancers rares, on ne le souhaite pas à sa famille. Et ensuite, il y a quand même une prévention sur aussi les cancers ORL. Il y a de plus en plus de cancers ORL qui sont d'origine HPV. Ouais. Il y a beaucoup de cancers de la verge? Pas énormément, alors... moi, c'est moi qui les fais tous dans le cabinet, donc c'est pour ça que j'en vois passer quand même quelques-uns, mais malheureusement, il y en a. Moi, j'en fais à peu près, je dirais, une dizaine par an. C'est des jeunes ou des... Le pic de fréquence, ça va être aux alentours de 40 ans. Et on est obligé obligatoirement de passer chez vous à neurologie pour ce genre de vaccin ou... Ah non, votre médecin traitant peut vous le prescrire. Me le prescrit, mais après je le fais faire. Mais la pharmacie, non? Le médecin peut le faire. Hein, souvent, quand il le prescrit, il le fait. C'est tout à fait simple, quoi. Mais oui. On n'a pas à attendre, par exemple, un bébé, je pense que vous avez des délais très... Non, la seule chose, c'est d'y penser. On peut quand même faire un vaccin maintenant.
Ah oui, c'est sûr. Les infirmières, les Les pharmaciens. pharmaciens de l'HPV, je crois pas. Hein. Ah, peut-être pas l'HPV, je crois que c'est que pour la grippe. Ouais, pour la grippe, oui, mais pas pour, c'est pas pour tous les vaccins. Et le Covid. Et Covid. La coqueluche, ils le font aussi? D'accord. Souvent, il y a une question qui revient sur le garde d'asile, c'est est-ce que ça fait mal? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un vaccin qui est douloureux à l'injection. Voilà. Mais c'est juste le temps de l'injection. Quoique j'ai eu le Repevax, ça, il y a 3 semaines, il fait mal aussi. Hein. Repevax, c'est pour la diphtérie, la tétanos et la coqueluche. Il faut refaire faire. Une question là. Quand on a déjà le garde à vue, on peut faire un rappel avant nos 25 ans ou pas? Il n'y a pas de rappel à ce jour. Il y a les 2 ou les 3 injections selon l'âge auquel vous avez eu vos vaccinations. Et jusqu'à présent, les études montrent que le taux d'anticorps qui est produit suite à la vaccination reste stable longtemps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire de rappel. Et, en même temps, on n'a pas un recul énorme au niveau du temps de vaccination. Peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, on dira il faut faire un rappel tous les 25 ans. Mais en l'état actuel, c'est comme ça. Anne-Marie, j'ai une précision parce que j'ai des infirmières qui suivent aussi. Ils font le garde d'asile aussi, les infirmières. Ah, ben voilà. Voilà, c'est une infirmière qui vient de m'envoyer le message. Les pharmaciens aussi. Hein? Alors je ne sais pas les pharmaciens, aussi si elle peut me répondre, mais il peut le faire aussi. Ouais. Mais les infirmières font le garde d'asile. Donc les pharmaciens aussi. Merci Nathalie. Les pharmaciens aussi. Quand on a perdu ces papiers de vaccination, il y avait un contrat de vaccination. Comment on sera, on se souvient, on peut voir quand est-ce qu'on a pu être vacciné à ce moment-là pour le papier c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de sérologie pour le papillomavirus. Non. Donc, non, mais ce que je veux dire, le médecin, il m'avait mis sur un petit bout de carton où j'avais tous mes vaccins. Ouais. Si vous voulez. J'ai perdu. Eh bien, s'il n'a pas de traces ailleurs sur son ordinateur ou autre, je pense que c'est impossible à trouver. Hein. Il y avait pas Ou alors, ce que vous pouvez éventuellement retrouver, c'est en allant à la pharmacie où vous avez acheté votre vaccin, est-ce qu'ils peuvent retrouver la date auquel vous l'avez acheté? Et bien voilà. Il y a un âge à partir duquel c'est obligé de se faire vacciner pour pas payer. Alors, on n'est jamais obligé de se faire vacciner. Et il y a une tranche d'âge. L'idéal, c'est entre l'âge de 11 et 14 ans. Et on peut aller jusqu'à 19 ans dans la limite de l'activité sexuelle. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut vraiment le faire avant d'avoir eu des rapports sexuels. Si on en a déjà eu, alors il y a des médecins qui vaccinent, mais clairement, la vaccination peut être insuffisante. Donc, on n'est plus vraiment dans l'efficacité qu'on doit avoir avec une vaccination. Donc c'est grand maximum 19 ans, sauf pour les homosexuels hommes, on peut aller jusqu'à 26 ans. J'aurais 2 questions. Pour consulter un neurologue, on doit prendre un rendez-vous directement. On est obligé de passer par un médecin traitant. Très grande question. Alors, non. Il ne faut pas qu'il y ait de gens de la Sécu, il faut se boucher les oreilles. Mais effectivement, si on suit le parcours de soins, normalement, vous êtes censé être adressé par votre médecin traitant. Qu'on soit clair, on est en Haute-Loire, malheureusement, on manque de médecins traitants. Si jamais il y a un souci, nous, on vous prendra toujours. Voilà. Si jamais vous venez, l'important, c'est que vous puissiez nous expliquer ce qui vous amène. Mais après, moi, j'ai plein de patients qui viennent sans avoir une lettre d'adressage par leur médecin. C'est pas facile. Hein. Je veux dire, à SOG, je veux dire, si vous attendez la lettre d'adressage du médecin, il faut trouver le médecin, il faut... Enfin, c'est ça. Donc c'est pour ça que non, si jamais vous avez besoin, clairement, nous, on est conscient du problème et prenez rendez-vous si jamais il y a besoin. Vraiment. Et ce que je voulais demander aussi, à plusieurs reprises, vous avez parlé du centre Jean Perrin.
je voulais demander, il n'y a pas des patients qui sont orientés du coup, sur les hôpitaux de Saint-Étienne par exemple? Si, alors on va travailler avec le CHU de Saint-Étienne. Nous, c'est vrai qu'on a une facilité avec Clermont déjà parce que c'est la région. Voilà, faut être clair, on est rattaché géographiquement à la région Auvergne quand même. Donc on est rattaché le centre anti-cancer à l'heure actuelle, ben, c'est Clermont. Malheureusement, Saint-Étienne a perdu son centre anti-cancer. Oui. Donc en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas de centre anti-cancer sur Saint-Étienne. Le plus proche après sinon, c'est Léon Bérard à Lyon. Donc c'est vrai que sur Saint-Étienne, c'est un petit peu compliqué. Nous en plus, alors je parle surtout pour l'urologie, on est tous de formation clermontoise. Donc c'est vrai qu'en fait, on les connaît très bien au centre Jean Perrin, on a un excellent retour patient. Et c'est pareil pour nous. Donc c'est vrai qu'en fait, les gens au début, votre réaction, elle est justifiée. Il y a des gens Ça quand... peut être par rapport à plein de... Il y a plein de facteurs. Alors après, bien sûr, moi, si les gens veulent un suivi sur Saint-Étienne, il n'y a aucun problème pour leur proposer. Le problème, c'est que souvent, les patients qu'on va adresser, nous, au centre Jean Perrin, c'est des prises en charge qui ne seront pas proposées sur Saint-Étienne. De par le déficit de praticiens, le déficit du centre anti-cancer. Voilà. Ça veut dire qu'il était à l'hôpital Nord, le centre anti-cancer. À l'hôpital Nord, ils l'ont perdu. Ouais. Ouais. Il y a longtemps. Pourtant c'est... Ça s'est fait dans le sang et les larmes au cours des 2 dernières années. Ah, d'accord. 2023. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est quoi? On un centre anti-cancer. Je crois qu'il y avait des problèmes de gestion interne, je crois que c'était un petit peu compliqué. C'est pas... Mais je crois que ça a fait un peu grand bruit. Ouais. Et comme par exemple au HPL, il n'y a pas de centre anti-cancer? Alors, il y a eu déjà un service d'oncologie, parce que d'ailleurs vous retrouverez les oncologues du centre anti-cancer, mais ils n'ont pas le titre de centre anti-cancer. Et donc à ce titre-là, C'est privé. ils n'ont pas les mêmes... Les CHPL, c'est privé. Alors que les centres anti-cancer, c'est des centres publics-privés, donc des privés à but non lucratif. Voilà, c'est ça. Avec souvent aussi un attachement à la recherche qui est un petit peu différent, avec beaucoup plus de protocoles. Voilà. On est sur des financements qui sont quand même un peu différents. Et bon Secours est privé ou public? Privé. C'est Elsan, c'est ça? Elsan, oui. Elsan, ouais. Ouais. Voilà. Donc effectivement, après sur Saint-Étienne, si vous trouvez, entre guillemets, si elle a la possibilité de vous proposer une prise en charge aussi bien, aucun souci. Mais je vous dirais, l'attitude des patients au début, quand on leur dit qu'il faut monter à Clermont, ils sont là. Ah. Et puis en fait, ils y vont une fois et ils disent aucun souci, j'y remonte. Vraiment, parce que les praticiens sont gentils, les prises en charge sont top, ils essaient vraiment de maximiser sur les présences, les examens et tout ça. Et voilà. Après, on les envoie pour du recours, c'est-à-dire que tout le suivi est fait en local, mais quand il y a besoin d'une administration de molécules très spécifique, d'un examen très spécifique, bah, c'est top, quoi. Excusez-moi, c'est juste un titre personnel. Est-ce que vous faites sur un des hôpitaux hôpital du Puy la curiethérapie? Non. La curithérapie, alors c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu plus brièvement que la radiothérapie. La curie, ça reste des indications qui sont très très étroites. D'accord? Il y a actuellement, nous, le centre sur lequel on envoie, ça va être Lyon. Il n'y en a pas sur Clermont. Il y a peu de patients qui sont éligibles à ce traitement-là. C'est très séduisant, mais c'est pas non plus dénué de conséquences. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui en France a jamais trop pris. Là où la radiothérapie, pour le coup, c'est diffusé très facilement. La curithérapie, ça reste quelque chose un petit peu à part. Il n'y a pas beaucoup de centres de curithérapie en France. Nous, pour la gynécologie, la curithérapie se fait à Jean Perrin la plupart du temps, ou parfois à Saint-Étienne. Ça dépend des indications. Vous voyez, c'est pas parfait sur la prostate, donc clairement, il n'y en a pas partout, quoi. D'autres questions? C'est tout bon. Après l'ablation de la prostate, est-ce qu'on doit faire les PSA à vie? Ah oui. Ah oui. Ah oui, alors en fait, le rythme de surveillance, je pense que... Ça peut augmenter sans... Alors, en fait, effectivement, c'est... Le problème du PSA, et c'est comme pour tout cancer, c'est qu'un cancer, on parle de guérison, en fait, c'est faux, c'est une rémission. À l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a plus de signes. Même si on a des PSA indosables après une prostatectomie, il y a toujours un risque, même extrêmement faible, de se retrouver avec un jour un PSA qui remonte. Voilà. Tout simplement parce que c'est le principe de la cancérologie de base. On a des examens d'imagerie qui n'arrivent pas à visualiser à l'échelle de la cellule. Donc nous, on fait des traitements où on enlève ce qu'on voit. Mais malheureusement, il peut toujours rester une cellule qu'on ne verra pas sur les examens d'imagerie, qu'on ne verra pas nous à l'œil nu. Et cette cellule, elle peut parler dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc c'est pour ça qu'un suivi est, quoi qu'il arrive, indispensable à vie. Au moins une fois par an, oui.
Une prise de sang, c'est pas grand-chose. Bon, il n'y a pas d'autres questions. On va clore la soirée. Merci pour toutes vos questions. Merci beaucoup. En espérant qu'on a pu répondre à vos questions, qu'on ait pu vous apporter des informations. Voilà.